Oui, je sais, ça fait 15 jours que je ne suis pas venue. Nous sommes vendredi 10 avril. Euh, je vais vous parler de mes dernières lectures, de mes derniers romans. Il va y avoir trois vidéos YouTube qui vont être mises au fur et à mesure là, cette semaine. Ah, puis, qui, vous allez en avoir marre de ma tête, mais là je viens vous parler de mes dernières lectures parce que j'ai beaucoup lu. Je vous parle de R.J. Ellory, Les Invisibles. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, il est partout et il est nulle part, exactement comme le diable. 1975, nous sommes à Syracuse, l'État de New York. Rachel Hoffman, nouvelle recrue de la police locale, est appelée pour sa première enquête. Il faut savoir que Rachel est une femme, qu'elle est dans un monde d'hommes, un monde où la misogynie est de mise. Il y a un crime, le crime c'est une institutrice qui vient d'être assassinée. À côté du corps, il y a un étrange message tiré de la Divine Comédie de Dante. Peu après, une deuxième victime est découverte. C'est le début d'une série d'homicides à laquelle Rachel va être intimement liée, nouant une relation très particulière avec le mystérieux assassin. Le tueur, il laisse ses messages pour Rachel. Et Rachel qui vient juste d'arriver, qui est juste une recrue, c'est sa première enquête, le tueur s'adresse à elle. Elle ne comprend pas tout. C'est une mystérieuse relation qui va s'installer et puis on va découvrir le meurtrier. 5 ans plus tard, alors que l'affaire est close, que le meurtrier, vous allez découvrir quoi, il y a une nouvelle vague d'assassinats qui frappe New York, étonnamment liée et similaire à celle de Syracuse. Rachel, qui s'apprête à rejoindre l'unité d'analyse comportementale du FBI, ignore encore qu'il lui faudra plus d'une décennie, avec nombre d'autres meurtres, pour résoudre cette enquête très personnelle qui peu à peu va virer à l'obsession, va virer à la paranoïa et va l'amener aux confins de la folie. Moi j'ai aimé le personnage de Rachel qui est froide, qui a des émotions qui a des émotions enfouies. C'est une femme flic qui s'impose dans un monde d'hommes. Elle vit avec ses traumas, elle est marquée par sa première enquête, par quelque chose de bien particulier. Vous allez découvrir si vous lisez ce livre, mais il faut le lire ce livre. Elle est marquée par la violence, la férocité de la violence humaine. C'est un tueur qui est obsédé par Rachel et qui devient pour Rachel son obsession, son cauchemar. C'est à la frontière de la paranoïa, de la folie. C'est une présence qui la suit et qui peu à peu l'emmène vers les abysses. Euh, Moi j'ai aimé Rachel pour ses failles, ses blessures, et pour sa façon aussi de s'accrocher à ce qui lui reste de raison euh, pour ouais pour essayer de s'en sortir. Et c'est hyper compliqué pour elle, c'est parce que c'est le meurtre et ces messages écrits sont violents au fil des années, mais de plus en plus violents. Ils sont incompréhensibles pour Rachel et pourquoi elle est, elle, mise en cause. R.J. Ellory, il pose un décor, une atmosphère lourde, pesante. La peur, elle s'immisce au fil des pages jusqu'à nous plonger vers l'obscurité et on vibre pour accéder à la lumière. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est une traque obsédante, en fait, c'est 10 années de sa vie qu'elle donne à cette enquête, qu'elle donne à ce tueur qui s'est immiscé dans sa vie. Elle va aller au bout de l'enfer, au bout d'elle-même.
moi j'ai aimé, enfin moi j'aime beaucoup Hergé et Laurie pour le décor qu'il plante, pour l'humanité, l'inhumanité vibrante, pour son sens inné du suspense, pour la société qu'il dépeint, les affres, ouais, la noirceur, mais aussi cette petite lumière qui reste en nous. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille fortement, sachant que mon conseil est toujours subjectif, puisque moi j'ai aimé, et c'est ma personnalité. J'ai vraiment aimé et j'aime beaucoup l'auteur. Alors parfois, on a peut-être plus de recul par rapport à l'auteur, mais moi c'est un des livres qui m'a, ouais, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le personnage très émouvant, très attachant. Donc voilà, je vous conseille ce livre. Et je vous dis à bientôt. Je vous reparle et je reviens avec le dernier Rupture. Bon, j'espère que tu n'entendras pas trop les voisins qui tendent leur pelouse. Je viens ici te présenter, nous sommes le 13 avril, le livre de Bernard Minet. Moi, c'est un personnage, donc Lucia Guerrero, c'est le 3e tome. J'avais lu les 2 premiers, ce livre est sorti le 26 mars. J'avais lu Lucia et les Effacés. Donc celui-ci, le 3e tome, on retrouve Lucia Guerrero, qui est une enquêtrice de la Guardia Civile espagnole. Moi, j'ai aimé ce personnage de Lucia dès le départ. C'est un personnage qui est fracassé, fragile, mais qui a surtout une capacité à puiser sa force au tréfonds de son âme. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son côté badass, son côté rebelle, allez savoir pourquoi, mais j'aime beaucoup ses cicatrices, ses blessures, son tatouage sur le dos. Pour comprendre ce qu'il est, il faut avoir lu son premier. Bref, moi j'aime quand le corps, le cœur et l'âme racontent une histoire, et Lucia c'est déjà une histoire à elle seule. Dans ce 3e opus, ça va être compliqué d'en parler pour pas spoiler et les 2 premiers et ce livre. Dans le 3e opus, on se retrouve dans une Espagne le 28 avril 2025, paralysée par la plus grande panne électrique de son histoire. La directrice de la filiale espagnole de Starco, Emma Bosch, se précipite au chevet de son père, dont la vie dépend d'un respirateur artificiel. Elle n'arrivera jamais. Finalement, cette jeune femme sera assassinée. Et puis la fin de ce 3e opus, je te parle de la fin avant de te parler du contexte même. La fin de ce 2e opus, enfin, tu restes là, tu te dis non, pourquoi il te laisse comme ça et qu'il va falloir attendre 2 ans pour découvrir la suite, parce que tu découvres une Lucia Guerrero qui bataille encore, qui se bat. C'est encore plus ardu et c'est encore plus intime, plus personnel, et c'est une bataille qu'il va falloir qu'elle livre, et c'est ouais, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Dans Rupture, on ne peut nier l'engagement de Bernard Minet contre ce monde qui fout le camp, et qui ici parle de faits majeurs, de faits qui sont flippants, chaque jour un peu plus. Il suffit de regarder la télé, il suffit de regarder ce qu'est devenu les États-Unis actuellement, aux mains d'un théocrate complètement azimuté. Et il suffit de voir que les géants de la tech ont pris le monde politique en main. Ils s'immiscent, ils œuvrent toujours un peu plus. Et puis Lucia, elle doit rencontrer Gaël Milton, qui est la caricature complètement géniale de Elon Musk. Donc, comme on avait pu voir au début du mandat, du deuxième mandat, de ce deuxième mandat de
Trump. On peut déplorer que la tech, enfin les gens de la tech s'approprient le monde politique sans en connaître le fonctionnement. Et ces derniers temps, il faut regarder nos ex-alliés entre guillemets, nos ex-alliés américains, envoyer 2 agents immobiliers, donc Jared, je ne sais plus son nom, Jared Kushner et Witkoff, Steve, je pense, qui sont des affairistes et qui ne sont nullement des politiciens, qui sont nullement des personnes qui savent manœuvrer et qui savent être diplomates. Et puis, pour être poli, ils se sont fait refouler en Iran. Et puis, c'est sans compter avec ces personnages des affaires qui vont de délit d'initié en conflit d'intérêts, et c'est totalement effrayant. Rupture, c'est un roman noir actuel. On a des meurtres qui s'enchaînent. On a une enquête qui nous emmène d'Espagne aux États-Unis en passant par la Belgique. Et Bernard Minier te dépose dès les premières pages dans un monde en plein basculement, en pleine mutation, dans un monde en pleine déconstruction. L'Espagne paralysée et Lucia qui est appelée pour le meurtre de Emma Bosch. C'est en fait Milton Gale qui l'appelle, donc le dirigeant de cette filiale, qui est complètement mégalo, qui est complètement imbu de sa personne, qui est caractériel, qui est la caricature même d'Elon Musk, ou bien l'inverse, c'est lui qui est la caricature de Milton Gale, Gail Milton. Non mais c'est complètement la caricature et complètement ouais, le genre de mec raciste, transhumaniste qui se trouve actuellement au pouvoir aux États-Unis, qui ont les pleins pouvoirs, qui ont l'argent surtout, qui achètent tout le monde et tout. Et c'est celui qui est multimilliardaire, qui se trouve, qui peut faire changer les choses, qui peut faire changer aussi les avis dans certains pays. Et je trouve ça quelque peu flippant et quelque peu déstabilisant. Donc Milton Gale qui a fait main basse sur les voitures électriques, les fusées, qui a gagné de l'argent à ça. Il est au cœur des relations présidentielles, et il engage Lucia pour qu'elle enquête. Lucia qui est une énigme pour lui et qui pour lui représente son penchant presque intellectuel. Et il l'engage pour qu'elle découvre un peu qui peut tuer les différentes RH de ces différentes filiales dans différents pays, donc aux États-Unis, en Espagne, en Belgique. C'est ces femmes qui appartiennent à Starco. Ouais, voilà, ces femmes qui appartiennent aux filiales de Starco. Donc, on va suivre une Lucia qui va enquêter. Une Lucia qui s'engage dans une partie d'échecs jusqu'à devenir elle-même un pion à un moment donné. Les pions tombent peu à peu. Au fil des pages, elle se rapproche du tueur, de la vérité. Elle devient un danger pour le meurtrier, qu'elle s'entête à éliminer, et lui va aussi s'entêter à l'éliminer. C'est une histoire complexe, c'est toujours excellemment documenté par Bernard Minier. On sent vraiment... Enfin, il a pointé, il a lu, il s'est
documenté, il s'est renseigné, sur les élites, sur ce monde des affaires, sur qui balaye sous le tapis toutes les affaires délictueuses, tous les manipulations, les meurtres. Et c'est ouais, savamment écrit, savamment inscrit dans ce livre, imbriqué dans l'histoire. Ça en devient réaliste et parfois même surréaliste, même si on sait que c'est le monde actuel. Donc ça en devient même terrifiant. Donc avec Lucia qui est, comme je vous ai dit au départ, une enquêtrice qui est pugnace, qui est tenace. Le rythme s'accélère jusqu'à s'intensifier sans laisser le temps de respirer. C'est un thriller socialo-politique haletant. Il est hyper captivant, il est passionnant, il est... enfin, je pourrais vous donner encore plein d'adjectifs, mais c'est aussi comme je vous l'ai dit, d'un réalisme plutôt glaçant, où on voit que le fascisme monte au pouvoir, où on voit le transhumanisme. C'est un thriller qui est dérangeant, saisissant et puis inquiétant. L'auteur n'hésite pas à soulever la mainmise de la tech et des milliardaires sur le pouvoir. C'est une intrigue qui ne nous lâche pas, et c'est pour une Lucia Guerrero vraiment un monde totalement inconnu et totalement incompréhensible et très superficiel. Dans ce livre, Bernard Minier bouscule les grands de ce monde, donc les puissants de ce monde, les affairistes. C'est un auteur hyper méticuleux, il a un regard profond qui prend de la hauteur et qui donne la réflexion à son électorat. Non, je dis des bêtises, c'est pas son électorat, son lectorat. C'est un lapsus. En fait, il nous parle un peu de l'avenir de ce monde qui est totalement féroce et effrayant. C'est un bouleversement systémique. Mais l'Espagne, la France, l'Europe, on a encore un pouvoir qui a des règles, et on arrive encore à faire opposition à cette Amérique qui nous terrifie. Mais notre monde est quand même quelque peu fragile, et qu'il faut vraiment avoir des garde-fous pour éviter ce genre de choses, qui se passent actuellement aux États-Unis. Lisez Bernard Minier, je le trouve totalement captivant, totalement passionnant et quelque peu terrifiant. C'est pas quelque peu, c'est complètement terrifiant. C'est une plongée totalement glaçante dans la toute-puissance de l'Amérique de Donald Trump. C'est vraiment... moi, j'ai adoré ce troisième tome. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur... j'ai tous les livres de Bernard Minier, tout comme certainement... Franck Tillier, sauf que peut-être j'en ai perdu dans des déménagements. Il faudrait que je repointe pour savoir ce qui me manque et essayer de me les procurer. Je vais vous parler d'un autre livre. Donc je vous mets la petite photo du livre juste avant. Hulda, c'est de Ragnar Jonasson. C'est sorti chez La Martinière. Je l'ai lu sur NetGalley. Hulda doit... C'est l'enquêtrice fétiche de Ragnar Jonasson. C'est une enquêtrice que l'on retrouve dans la trilogie de la Dame de Reykjavik, si mes souvenirs sont bons, mais oui, je pense. Pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment que je boude un peu les auteurs du froid, même si j'en aime certains.
Mais ça fait un petit moment ouais, que je les ai mis de côté parce que si tu me suis, tu sais que j'adore les auteurs italiens. Mais dans celui-ci, alors moi Ragnar Jonasson, il y a certains livres que je trouve trop lents, comme avec son personnage récurrent, dont je ne sais... mince. Haritor, je pense. Ouais, c'est Haritor. Mais ici, c'est le préquel. Hulda, c'est le préquel de la Dame de Reykjavik et j'ai adoré trouver l'enquêtrice, savoir qui elle était. On se retrouve un soir de 1980. Donc c'est une jeune enquêtrice qui est dans un monde d'hommes, qui essaie de se faire sa place, qui est oui, qui se retrouve d'un seul coup balancé dans un petit village islandais où il y a très peu de villageois, où on retrouve un ours en peluche, un vieil ours en peluche ayant appartenu à un gamin disparu 20 ans plus tôt, et on l'envoie pour enquêter. Hulda, donc toute jeune inspectrice que l'on envoie dans cette vallée, isolée. C'est un paysage hivernal, on sent le froid, enfin, on sent comme un huis clos. Moi, je me suis sentie claustrophobe pendant ce livre. Et je pense que c'est aussi ce qu'a voulu faire ressentir l'auteur. Le village est totalement hostile, hein, il y a des non-dits, les villageois ne parlent pas, ne lâchent pas un mot. Pourtant, on sent que les silences sont criants et Hulda doit aussi faire face à ses problèmes personnels et professionnels, à son couple, enfin à ses problèmes personnels. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette histoire. Mais sachez qu'il faut lire ce livre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hulda est un personnage hyper atypique. Il est un personnage qui est fort. J'aime beaucoup son ambition dans cette police des années 80. C'est sa pugnacité à aller de l'avant, à aller vers les choses et à la découvrir et à aller au bout des choses. C'est un court roman, il fait 200, je sais même pas s'il fait 250 pages, je ne sais plus. C'est un court roman qui est suffisant pour poser l'histoire, pour poser les personnages. C'est pour poser les bases d'Hulda, pour ressentir et pour s'attacher à ce personnage et pour découvrir ses fragilités, sur ses fragilités et ses doutes sur sa vie perso et sa vie professionnelle. C'est l'auteur, il maîtrise savamment son intrigue. Son intrigue à la teneur glaçante. Moi j'ai eu froid, hein, comme le paysage qui entoure cette vallée isolée. On sent le froid, l'obscurité. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai eu un sentiment de claustrophobie qui en ressort à la lecture de ce préquel. C'est un thriller plein de... Ouais, quand on en connaît l'aboutissement, c'est un thriller qui est difficile à entendre. C'est quelque chose qui est douloureux. En même temps, on ressent beaucoup d'humanité dans ce livre. Et moi, ce préquel, franchement, j'ai adoré. Donc, allez-y, que ce soit Les Invisibles d'Hergé et Laurie. Et le personnage est très fort. Au-delà de l'enquête, c'est le personnage qui est très fort. Rupture de Bernard Minier, moi que j'ai adoré, que je vous conseille fortement. Et... ouais, rien que pour Lucia, etc. Et puis pour le réalisme de cette histoire, c'est un réalisme criant, tranchant, et c'est complètement flippant. Et puis pour Hulda, allez-y, c'est un thriller nordique. Tout ce qui caractérise le thriller nordique, la lenteur, mais aussi le froid, le paysage qui fait partie intégrante de l'histoire.
Sur ce, je vous laisse. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres. Je suis en train de lire, moi, actuellement, aujourd'hui comme hier, de Antonio Paolacci et de Paola Ronco. C'est deux Italiens pour le challenge italien. Donc la prochaine vidéo sera un récapitulatif de mes dernières lectures italiennes. Moi, je vous fasse aussi une vidéo sur les auteurs italiens que je vous conseille fortement, dont je n'aurais pas encore parlé. Donc je vous laisse. Allez, dites-moi si vous avez lu un de ces livres et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!